Ça nous fait quand même super plaisir que vous soyez aussi nombreux. Déjà ce matin, dans le vernissage, on est en tout cas autant. Ça montre que les activités d'un petit groupe, mais qui concernent un lieu précis, peuvent intéresser pas mal de monde. Et donc, j'ai le plaisir de saluer Madame Isabelle Plan, archéologue au service d'archéologie cantonale, au service cantonal d'archéologie. Et comme on a fait un peu mieux connaissance, j'ai compris qu'elle travaille à Versoix, au bord du lac, et dans une petite équipe, mais qui croient à ce qu'ils font, et qui, à cause de ça, entre autres, sont débordés. Elle vous le dira. Et c'est donc elle qui a dirigé les fouilles à Composières, d'abord en 2005-2006 à l'intérieur de l'église, et puis en 2014-15, juste en dehors de l'église, côté Genève. Et ça, c'est elle qui va nous dire ce qu'ils ont trouvé, ou une partie, parce que c'est tellement vaste qu'on est obligé de se concentrer sur certains éléments. Alors, je crois que j'ai tout dit. Merci et bonne conférence. Bonjour à tous et merci d'être là. J'espère que votre plaisir sera aussi grand que le soleil que vous êtes en train de monter. Si vous êtes des amateurs comme le groupe de mémoire de Bardonnay, j'imagine que vous êtes impatients de connaître les résultats des fouilles de l'église de Ponzières qui a eu lieu déjà presque bien avant. Alors vous allez peut-être être surpris d'entendre que l'élaboration finale des données issues des travaux archéologiques est toujours en cours. Entendez, en train d'être digérée, même si quelques articles ont déjà été publiés. Et cette digestion est lente et fait intervenir de nombreux chercheurs. C'est la raison pour laquelle j'ai rebaptisé le titre de la présentation « Chronique d'une étude en cours », puisque je ne me lancerai pas dans le récit de l'évolution du site et des divers bâtiments qui s'y sont succédés pendant plus de 1500 ans, mais je vous propose de plonger dans le quotidien d'une archéologue avant de vous inviter à vous perdre dans quelques détails de l'histoire du lieu. Je propose une articulation de la communication de la manière suivante. L'évocation de la jeunesse des travaux, une immersion dans l'univers de la fouille, dégagée, documentée, collectée, matérielle, un regard sur le travail de post-fouille, étudié, collaboré, synthétisé, 3 mots sur la nécessité de communiquer et de publier les résultats, et enfin, comment ça marche en coulisses et ce qui fait le sel de l'archéologie, de rebondissement en rebondissement, plongé dans la recherche, focus sur 2 thèmes choisis. Donc, c'est en amont des travaux de restauration de l'église Saint-Sylvestre, en numéro 1 sur la photo, incluant l'installation du chauffage par le sol, que la paroisse de Ponzières mandate en 2004 une entreprise pour effectuer des sondages du sous-sol. Ceci met en évidence une bonne couche d'épaisseur de couche archéologique à fort potentiel puisque les vestiges gallo-romains ont été atteints. Après une rencontre avec l'archéologie cantonale d'alors, avec l'archéologue cantonal d'alors, Jean Ferrier, les paroissiens ont décidé d'autoriser les fouilles en dépit du report des travaux d'une année. Les fouilles se sont déroulées entre mai 2005 et avril 2005 et mai 2006, une année. En 2014, c'est ce que vous voyez. En 2, dans le cadre du projet de parking qui a été réalisé depuis, la commune a sollicité le service afin d'établir un diagnostic archéologique de la parcelle concernée, c'est-à-dire des sondages pour évaluer le potentiel des vestiges. Les sondages ayant livré des vestiges à proximité de l'église, une première campagne a eu lieu en 2015, c'est le numéro 3, et une seconde en 2016. Rappelons encore l'intervention au préalable de Louis Blondel, archéologue et historien érudit du pays genevois, qui avait profité des travaux de restauration de 1953, et notamment l'enlèvement du plancher de l'église, pour suivre les murs qui affleuraient, procéder à quelques sondages,
et proposer un plan des anciens édifices. Je vais maintenant vous parler de la fouille et de nos méthodes de travail. Dégager. Et oui, nous creusons, mais avec méthode. Et pourtant, j'ai de la peine à vous la détailler, cette méthode, car en archéologie, comme dans beaucoup de domaines, il n'y a pas une recette universelle, il y a de multiples réponses à des cas spécifiques, tous différents. La vie, vous me direz. C'est donc un processus qui se construit de jour en jour. Il y a toutefois deux réflexes à avoir, je les ai écrits sur l'écran, du récent au plus ancien, puisque nous commençons par enlever les couches, les couches supérieures, donc les plus récentes en général, avec quelques cas particuliers, et du plus simple au plus compliqué, car il ne s'agit pas de dégager horizontalement les couches, il faut les suivre. Donc à droite sur l'écran, vous avez une vision du début des fouilles, peu après l'enlèvement du sol moderne et du rendet de la restauration de 1953. On voit encore en allée centrale des témoins du sol au moment où nous avons pris la fouille. Vous voyez apparaître les vestiges des murs des églises anciennes que Louis Blondel avait déjà partiellement observées et dessinées. Les zones fouillées en profondeur correspondent à des interventions récentes dont les remplissages se distinguaient du terrain environnant et qui étaient vidés en premier. Donc c'est le plus simple et le plus récent. La photo de gauche est plus chaotique pour les non-initiés. On y voit en planimétrie, c'est-à-dire à la même altitude, des couleurs de terre et des vestiges d'époques différentes qu'il s'agira de démêler. Ici, les couches et les structures dégagées s'échelonnent entre le Xe et le XVIIIe siècle. Et vous voyez bien que si on va horizontalement, on va retrouver à peu près la même chose et on ne va pas comprendre plus. Donc je vous éclaire. J'ai mis des numéros pour essayer de suivre mon discours. En numéro 1, vous avez l'épaulement du chœur et le mur sud de la nef de l'église du Xe siècle. On le voit un petit peu plus sur la photo de droite. En 2, un caveau du XIIIe, XIVe siècle, en utilisation jusqu'au XVIIIe siècle. En 3, des éléments de sol de terre battue. Donc vous avez les couleurs ocre jaune pour la terre battue et un négatif de solive soutenant un plancher avec la terre noire. Ce sont les rares témoins de terrain en place, non perturbés par les inhumations. Donc, vous voyez que parfois c'est vraiment des lambeaux, mais sur une haute épaisseur. Et en 4, des tombes qui sont ici modernes, puisqu'on voit le remplissage jusqu'en haut. En 4, avec étoile, par exemple, vous voyez à droite une tombe avant qu'elle ne soit fouillée. Elle est repérable à la différence de terre, bon, c'est peut-être pas si évident pour vous. Et à gauche, la même tombe fouillée. Et en 5, c'est une fosse pour un aménagement indéterminé. Donc je reviendrai avec une petite histoire sur la tombe 4 avec étoile. Documenter. La documentation sur le terrain est basée sur 3 piliers, les fiches sur lesquelles sont décrites les couches et les structures, les dessins et les photos. Je me suis amusée à comparer les méthodes utilisées en 2005 au temps jadis de la fouille de l'église de Pomzières. Et l'an passé à Pessy, c'est un chantier que j'ai dirigé et que je vais reprendre lundi, fouille d'un établissement agricole moderne que nous allons donc reprendre. Tu peux... Il y a encore une chaise, oui, là. La structure, une chaise. En 2005, le dessin se faisait à la main, à partir d'un quadrillage de chantier orthogonalement tous les 2 mètres, marqué physiquement par des ficelles, et c'est ce que vous voyez sur l'image du centre, avec ma collègue qui est en train de faire le dessin voilà, sur une petite table à dessin. Et le résultat du relevé, vous l'avez sur la gauche, avec un relevé à l'échelle 1/20e. Les chiffres en haut sont les altitudes, puisqu'on travaille sur des supports un peu transparents qu'on peut superposer au fur et à mesure de la fouille. Le tout à la main de 2005 exigeait peu de matériel, je vous l'ai mis en bas, c'est ficelle, fil à plomb, double mètre, un appareil photo et un niveau à bulle pour les altitudes. Mais c'était chronophage. On pouvait toutefois y prendre du plaisir, comme en témoigne la mine réjouie de mon collègue Philippe Roufieux que vous avez à droite. Je veux dire, c'était des très bons moments. En 2023, si les techniques ont toujours les mêmes 3 piliers, fiches, dessins et photos, le matériel nécessaire pour les réaliser s'est complexifié.
Il en résulte un gain de temps notable lors de la prise des données sur le terrain, car les délais sont parfois très très courts, mais cela nécessite l'acquisition de machines plus sophistiquées qui font appel à un nouveau savoir-faire. Alors autant vous dire que personnellement, je sens le saut des générations. Donc pour les techniques, les fiches ne se font plus à la main sur du papier, elles se font sur une tablette numérique. Les dessins se font toujours à la main sur ce même support translucide, mais dessous, il se fait à partir d'une photo à l'échelle, une orthophoto à l'échelle. Et pour faire cette orthophoto, eh ben, il faut du matériel. Cette orthophoto, c'est-à-dire une photo zénitale qui se fait à l'aplomb, on met quelques cibles, vous voyez dans la première photo de gauche, qui doivent être géoréférencées. Donc à la photo du milieu, vous avez mon collègue Jonathan Gonzaga avec ce qu'on appelle le champignon, c'est le GPS qui permet de référencer chaque point, qui fonctionne plus ou moins bien selon où on est. Ça dépend du couvert végétal, ça dépend s'il y a beaucoup de bâtiments. Autrement, on a encore une possibilité d'avoir une machine plus sophistiquée, mais alors là, c'est pas simplement. Et puis après, les photos sont prises à la perche, c'est-à-dire que pour être zénitale, il faut soit être sur une échelle, mais on voit l'échelle, donc maintenant on a trouvé un système à la perche qui est plus ou moins, c'est une perche télescopique, qui est plus ou moins développée, donc vous voyez quand on est sous serre, on la fait relativement basse, et puis quand elle est développée, elle est même difficile à tenir. Et pour la petite histoire, c'est mon collègue qui a développé ce système à partir d'une perche télescopique pour nettoyer les vitres. Tous les systèmes de vie. Les orthophotos, les photos zénitales, prises à la perche ou au drone, permettent d'obtenir des images spectaculaires. Vous avez ici un montage d'orthophotos d'une fouille que j'ai menée l'année dernière à la campagne, à Pessy, et qui montre une vue partielle d'un bâtiment rural agricole de la seconde moitié du XVIe siècle. Et dans l'ordinateur, cette même vue peut être tournée, c'est un modèle 3D en fait. Le drone permet également de prendre des photos zénitales d'une fouille, comme la photo précédente, mais elle favorise aussi une mise en contexte. Vous voyez ici la fouille au devant des bâtiments, de l'autre côté d'un mur, et puis on voit même que nous sommes sur la rive droite du Rhône, puisqu'il y a une petite brume qui suggère le Rhône. J'ai oublié de vous dire que pour arriver à générer ces orthophotos, on prend toutes ces photos, mais après il faut un ordinateur super performant, que nous n'avons pas tous, il faut un logiciel qui sache le faire, il faut une imprimante A3 pour pouvoir imprimer sur le terrain, et donc il faut l'électricité, il faut l'internet. Donc vous voyez que c'est bien, mais ça ne demande pas simplement de matériel, et puis ça demande d'être très au point du point de vue des techniques. Sur la fouille collectée mobilier, on entend par mobilier l'ensemble des objets d'origine naturelle ou manufacturée découverts lors des fouilles archéologiques. Et ceci regroupe par exemple les tessons, les ossements animaux, les ossements humains, les monnaies, les objets, etc. Les graines, les charbons. Et pour pouvoir expliquer tout ce que nous dira ces objets, il faut évidemment bien les situer dans les couches. Sur l'écran, à l'exception des céramiques et des monnaies en bas, tout le reste sont les objets qui proviennent de Composières. Donc vous avez sur la gauche en haut une agrafe double crochet, c'est-à-dire des agrafes qui permettent soit des linceuls, soit des vêtements entre le 7e et le 11e siècle. À droite, vous avez une fibule moderne qui est sans doute du 16e ou du 17e siècle. Et puis une médaille religieuse. Madame, si vous voulez, il y a une place ici. Faut passer. Après la fouille vient ce que nous appelons la post-fouille. Il s'agit de la mise au net et de l'exploitation des données de terrain. Donc il faut compter pour Composières 2 rayons classeurs, donc toutes ces fiches, photos, etc. 3200 photos numériques, 121 relevés de terrain, 365 tombes photographiées, documentées, dessinées et prélevées,
172 monnaies, 394 objets et 1020 tessons de céramique. Et 1020 tessons, c'est très peu, parce que sur un site funéraire, on a très peu de céramique. On en a beaucoup plus dans l'habitat ou sur un site gallo-romain. Concrètement, il s'agit de laver, trier ce mobilier, d'établir les inventaires, à la fois des objets, des vestiges, des tombes, etc., et d'étudier le mobilier. Bref, c'est un travail minutieux, de très longue haleine, et qui est assez fastidieux, mais incontournable si on avance. L'étude du mobilier nécessite souvent le recours à des chercheurs extérieurs, puisque les compétences requises n'existent pas toutes à l'intérieur de notre service. Tous les membres n'ont pas toutes les compétences requises. Et à l'écran, je vous ai mis justement la liste des collègues sollicités pour Comzières, pour que vous voyez à quel point c'est une grosse machinerie quand même qui demande passablement d'intervention. Donc l'anthropologie, j'ai mis analyse ponctuelle parce qu'on n'a pas du tout pris le parti d'étudier la population. Il y a Audrey Poncet à l'intérieur de notre service et Geneviève Péréard, qui est mandataire externe. La céramique protohistorique est traitée par Isabelle André. Il y en a très très peu à l'intérieur de notre service. Il y en a très peu. C'est juste une fréquentation qui nous dit qu'il y a déjà des œuvres qui ont passé durant le premier millénaire de notre ère, premier millénaire avant notre ère à Comzières. La céramique gallo-romaine a été traitée par Romaine Lapi, un nom prédestiné. La céramique médiévale par notre collègue Michel Jogarège à l'interne. Puis la carpologie, c'est-à-dire tout ce qui traite les graines, les fruits, enfin tous ces végétaux, traité par Lucie Martin de l'Université de Genève. Les enduits par Evelyne Broyer-Ranjouet de notre service. L'épigraphie est traitée par des mandataires externes, Michel Aberson et Régula Fraîche d'Orba. Il y a juste un tout petit objet avec l'épigraphie. L'archéozoologie, donc l'étude des ossements phoniques, a été faite par Mathieu Buret. Les monnaies par Matteo Campagnolo et Gilles Perret, qui dépendent, eux, du cabinet numismatique du musée d'art et d'histoire avec lequel nous travaillons. Les objets m'incombent. Les scories de forge ont été observées par Sébastien Perret. Vous voyez qu'on essaye d'obtenir vraiment des infos sur tout. Les textiles, il y a quelques textiles qui ont été retrouvés dans les tombes, c'est assez rare parce qu'en principe, tout ce qui est organique disparaît. Et là, c'est parce qu'ils sont conjointement avec des objets en alliage cuivreux qui est bactéricide et qui permet de garder un petit peu de textile. Donc, ça, c'est Antoinette Rastaïcher, une spécialiste indépendante. Le verre par Chantal Martin, Pruvot, qui est aussi indépendante. Les analyses C14, on les envoie au laboratoire Polytechnique fédéral de Zurich. Les archives, il faut quand même ratisser large parce qu'il y a les archives de l'État de Genève. Mais évidemment, il y a la réforme qui fait que pas mal d'archives sont parties. Et puis, entre autres, on les retrouve dans les archives de la Drôme, de la Haute-Savoie et du Rhône, puisque les hospitaliers aussi avaient leurs archives. Et puis de Turin, en ce qui concerne l'acte de fondation, l'acte de donation de l'Église aux hospitaliers. Et puis la vectorisation, les plans, les schémas, qui est un énorme boulot que vous verrez, j'espère, dans cette monographie que je vais réussir à terminer, qui sont assumés par ma collègue Marion Berti, qui est à la retraite, mais qui m'a promis qu'elle allait jusqu'au bout et qu'elle me ferait toutes les illustrations. Merci à elle. Les analyses scientifiques sont également fondamentales, entre autres pour obtenir d'autres jalons chronologiques que ceux fournis par la typologie des objets, des tombes ou des structures. Nous avons régulièrement recours à la dendrochronologie, c'est-à-dire à l'étude des cernes de croissance du bois, lorsque des pièces de bois sont encore conservées, des linteaux de porte, des poutres, etc., souvent dans un édifice en élévation, ce qui n'a pas été le cas pour l'église de Comzières. Par contre, si on étudie la commanderie, effectivement, là, il y a des matériels à étudier, ça a déjà été fait partiellement. Une datation peut également être obtenue grâce au carbone 14. Il suffit pour cela d'être en possession de quelques grammes de charbon de bois, de graines carbonisées ou d'ossements. En bref, je vous ai mis une petite définition en bas de l'écran. L'analyse au radiocarbone fonctionne ainsi. Tant qu'une plante, un animal ou un être vivant est vivant, son organisme échange du carbone avec son environnement.
si bien que le carbone qu'il contient aura la même proportion de C14 que dans la biosphère. Et lorsque l'organisme meurt, il ne reçoit plus de C14 et celui qu'il contient va se désintégrer peu à peu selon un rythme connu et il suffit de le mesurer. Bon, pour ça, c'est quand même les PFL qui le font. À Composières, je l'ai mis sur l'écran, il y a 41 analyses qui ont été effectuées, 36 échantillons proviennent d'ossements humains issus d'inhumation qui ont été choisis en fonction de la problématique, sous un mur, etc. Et 5 sont des charbons de bois qui sont issus de trous de poteaux, donc d'anciennes constructions en bois. À droite, vous avez un graphique de synthèse tel que le laboratoire de Zurich nous le fournit. Ici, il est ordonné de manière chronologique, ce qui permet de visualiser assez bien des blocs de résultats. C'est un peu flou, mais je pense que pour la vision globale, ça suffit. Et ces résultats fournissent une fourchette de datation fiable à 95,4%, c'est top, mais pour un intervalle d'environ 100 à 150 ans, ce qui reste large et parfois pas suffisant pour savoir exactement ce qu'on se trouve. Et à gauche, j'ai ordonné ces mêmes résultats différemment, non pas en fonction de leur chronologie, mais en fonction des différents aménagements de tombes pour livrer des échantillons, ce qui permet un autre type de réflexion. Je voulais voir si il y a des époques où on a un type de tombe, une mode d'inhumation au détriment d'autres. Alors on voit qu'effectivement il y a des groupes par chronologie, mais on voit aussi que certains types sont contemporains. Donc là, je n'ai pas encore tout à fait terminé ma réflexion. Je commence tout et je n'ai pas encore tout. Avec les données explicitées précédemment, donc les datations fournies par la typologie des objets, celles des tombes, les monnaies, les résultats C14 et tout ce qu'on peut avoir à nos dispositions, nous pouvons tenter de monter la chronologie du site et de générer des plans par époque. Pour ce faire, il s'agit également d'exploiter un document essentiel produit sur ce terrain dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de la stratigraphie, du dessin des stratigraphies, puisque la stratigraphie, c'est la coupe du terrain le plus verticale possible, qui permet d'observer la succession des couches, les différentes couches, et vous en avez une illustration en haut à gauche. Ici, c'est une stratigraphie relativement simple, avec à gauche un petit fossé, et puis une dépression à droite, et on voit comment ils ont été comblés et comment ça a été recreusé. Cette succession de couches, elle peut être schématisée sous une autre forme et à une plus grande échelle, pas seulement à l'échelle de la stratigraphie, mais du secteur, voire du chantier, sous la forme de ce qu'on appelle un diagramme de Harris, du nom de la personne qui a développé ce système. Alors, pour comprendre comment ça marche, vous avez la photo en bas à gauche, et puis je vous ai fait un petit diagramme hyper simplifié à droite. Donc, sur la photo, vous avez les prises zénithalement dans la zone du cœur, et vous avez en 22 donc le cœur du Xe siècle, qui est un chevet plat. En 21, vous avez la première assise conservée de l'abside du IXe siècle. En 20, vous avez le sol d'un petit bâtiment dans de l'argile avec un peu de galets qui repose sur 19. On voit assez mal parce que c'est une photo à l'aplomb, mais c'est une couche de destruction de tuiles, des bâtiments antiques. Et puis en 18, le sol de galets antique. Et ce que j'ai omis de mettre, ce que je n'ai absolument pas publié, c'est le terrain naturel, puisque toutes les couches reposent sur quelque chose, c'est-à-dire le terrain naturel, et sont sous quelque chose d'autre. Et alors, vous voyez à droite en haut ce que peut devenir un diagramme un peu plus compliqué. Ça, c'est toujours pour la fouille de Pessis. C'est un diagramme qui a été généré automatiquement par la tablette, parce que quand on met les choses au bon endroit, ça nous fait tout ça, et surtout ça vérifie que la chronologie relative soit juste. C'est un peu fouillis, on peut encore après retravailler pour que visuellement ce soit plus clair. Mais vous voyez qu'il y a quand même du potentiel avec cette nouvelle machine, parce qu'avant on faisait tout à la main, puis maintenant, voilà, une aide. Selon travail, il aboutira à un rapport
qui rendra compte de l'histoire du site, de ses origines, de son développement, de ses particularités, de son insertion aussi dans un cadre de référence plus large, au niveau régional, un cadre aussi géographique, historique. Et tout cela avec succession de plans, de photos et d'argumentaires. Alors, puisque je ne vous présenterai pas en détail exhaustivement l'histoire du site, je vous présente quand même quelques étapes essentielles du développement. Alors, vous voyez tout de suite d'emblée que les schémas sont hétéroclites, c'est-à-dire que la réflexion est en cours, donc j'ai pris ce que j'avais, et puis ils ne sont pas tous selon la même orientation. Enfin, bref, ça montre bien que c'est work in progress. En haut à gauche, donc comme ça vous avez une petite vision de l'évolution du site, les premiers vestiges conservés, des murs et un sol de galets qui est en tramé, appartiennent à un établissement rural gallo-romain, dépendance d'un vaste domaine ou d'une exploitation rurale plus modeste, datant du milieu du IIe et du milieu du IVe siècle. Les vestiges dépassent largement, vous voyez, le périmètre fouillé, donc on a vraiment de la peine à savoir à quoi on est confronté. Au centre, c'est sur l'angle des bâtiments antiques, donc sur l'angle jaune que vous avez à gauche, que s'installent deux bâtiments distincts. Un bâtiment en maçonnerie qui est en brun plus foncé et l'autre en matériaux légers qui est en terre et bois. Et quelques tombes commencent à prendre place. Et nous sommes vraisemblablement entre le 6e et le 8e siècle. C'est une phase de transition qui est fondamentale, mais qui n'est pas encore tout à fait comprise, puisque c'est là que se dessine l'origine des églises. Et à l'époque carolingienne à droite, ces deux bâtiments seront mis au de la construction d'un chœur, terminé par une abside qui atteste la fonction d'église. Donc vous voyez, au 9e siècle, on sait que nous sommes face à une église, et juste avant, au 6-8e siècle, il commence à y avoir des sépultures, et il y a probablement un lieu de réunion, un lieu du souvenir, c'est ce qu'on va essayer de préciser le plus possible. En bas à gauche, l'église carolingienne, donc avec son abside semi-circulaire, elle est arasée, totalement rebâtie, avec un chœur à chevet plat. Il s'agit de l'église paroissiale qui sera donnée en 1270 par l'évêque de Genève aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est l'acte dont j'ai parlé qui est conservé à Turin. Un vaste cimetière se développe tout autour puisque cette église, elle a duré 3 siècles sans transformation de maçonnerie. Et puis après, on verra que les hospitaliers, très vite, quand ils reçoivent l'église, c'est au XIVe siècle, le schéma du milieu en bas, ils ajoutent un grand chœur, une chapelle au nord, et puis ils n'auront de cesse, vous voyez à droite, de développer, d'embellir, jusqu'au point de rajouter 2 chapelles au sud, et de développer la chapelle nord jusqu'à en faire un second bas-côté. Je vous ai quand même mis une vision d'ensemble. J'ai oublié de vous dire que l'église actuelle que vous avez quand vous allez sur le site de Conzières, c'est l'église qui a été construite en 1834-35, que vous pouvez voir avec le petit trait fin qui est à l'extérieur de tous ces vestiges. Pour vous montrer que il y a bien, le côté nord repose sur des anciennes fondations, de même que la façade occidentale, mais ça s'est largement agrandi au sud et surtout à l'est. Enfin, une vision d'ensemble avec tous les vestiges mis au jour, toute époque confondue. Donc il y a à la fois ce qui est sous l'église et à la fois ce qui est sous l'actuel parking, où vous voyez entre autres 2 bâtiments en verre qui pourraient être des bâtiments agricoles, dépendant des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puisqu'on les date du XVe siècle, et que c'est à cette époque-là qu'ils reviennent d'Annecy pour s'installer. Donc il y a fort à penser qu'ils font des gros travaux à la commanderie et qui créent également des bâtiments pour gérer toutes leurs redevances de campagne. Échanger, communiquer, publier sont des étapes indispensables. Il est important qu'un site se présente au public, sinon il n'existe pas. Alors, les occasions de communiquer ne manquent pas. Pendant la fouille déjà, avec les enfants des écoles, et en plus là, comme on était à côté de l'école, on préfère organiser
des visites que de les avoir tous les uns après les autres. Les habitants, la paroisse, faire un métier peut-être. Ensuite, on post-fouille avec l'élaboration, c'est un mot qui comprend toute la machinerie de réflexion et d'étude, sont produits, outre les rapports que nous espérons mettre en ligne bientôt pour qu'ils soient accessibles à tous, des notices, entre autres l'annuaire d'archéologie suisse répertorie toutes les années, toutes les fouilles en cours qui ont eu lieu et on peut ainsi savoir un petit peu ce qu'il en est. Des articles, entre autres, nous publions tous les 2 ans dans Archéologie genevoise, qui est en fait la nouvelle version de Guénava. Et puis des conférences évidemment. Et puis dans certains cas, une monographie est envisagée, et c'est à Comzières, c'est le cas du Miatel, mais comme c'est en plus du reste, ça n'avance pas tout à fait aussi vite que souhaité. C'est une aventure de longue haleine, parce qu'il s'agit de mener en parallèle du quotidien, c'est ce que je vous dis. Entendez les impératifs de terrain, c'est-à-dire les sondages, les fouilles en amont des autorisations de construire, qui sont très nombreuses en ce temps de frénésie immobilière. Et lorsque les rapports, les articles ont été terminés, ben voilà, vous comprenez pourquoi la publication de Comzières n'est pas encore aboutie. Plusieurs études de spécialistes ont été rendues, donc la toute longue liste que je vous ai énumérée, et il m'incombe maintenant de les synthétiser et de les intégrer. Alors je suis investie à fond, mais je n'arrive pas à ramer assez vite, puisque mon quotidien me reprend ce chantier la vie. Voilà, je vous invite maintenant à plonger dans la recherche jusqu'à vous y perdre, ce qui m'arrive souvent, mais je trouve que c'est un régal. Donc focus sur 2 thèmes choisis. Il sera question dans un premier temps de céréales et de légumineuses collectées au fond d'une fosse, et dans un second temps d'un curieux objet retrouvé dans une tombe. À l'intérieur de l'église construite au Xe siècle, donc j'ai mis un petit plan à droite, 3 fosses circulaires ont été mises au jour, alors que 2 autres ont été observées à l'extérieur dans le cimetière nord. Elles sont en jaune sur le plan. D'un diamètre supérieur à 1 mètre, les fosses situées à l'intérieur de l'église sont positionnées contre les maçonneries. La photo en haut à gauche montre la fosse dans l'angle avec la façade occidentale, alors que les 2 autres photos d'en bas montrent une des 2 fosses extérieures. Creusées jusqu'au terrain naturel argileux, elles ont été remplies de pierres après leur abandon, afin d'éviter l'effondrement du terrain. Alors on peut se demander ce que contenaient ces fosses, parce qu'elles ne contenaient pas des pierres. Oui, prenez le temps, mesdames, prenez le temps de venir vous asseoir. Il y a encore une chaise ici. Ou autre chose. Elles sont souvent piriformes, c'est-à-dire en forme de poire, resserrées en leur sommet, comme c'est le cas à Bernay-Vuyonnet sur cette photo noir-blanc, dont vous avez, vous voyez à l'écran, et les coupes aussi à droite, à peu près de la même époque, du 10 au 12e siècle. À Comzières, le terrain étant tellement meuble, c'est-à-dire que c'est du terrain utilisé pour les inhumations, et par conséquent fluent, donc on n'imagine pas pouvoir faire une fosse sans que tout le terrain ravine. Il est probable que les tonneaux y aient été déposés, comme le suggère d'ailleurs quelques traces organiques sur le fond. Alors, la présence de telles fosses se comprend aisément à proximité d'habitation, mais pour quelle raison dans une église? Voyez l'enquête. Alors, les sources, c'est pour ça que je me perds, parce que je pars d'un truc, je me dis, alors je prends ce sujet, il est bien fait. Alors, je recherche dans les sources écrites, et ils nous apprennent que, du point de vue juridique, l'église et le cimetière associé jouissent du droit d'asile qui protège toute personne qui y trouve refuge. Alors, cette immunité va favoriser une utilisation non funéraire et profane du lieu comme l'installation de dispositifs de stockage de denrées. Et c'est en effet une réalité que les fouilles archéologiques ont pu mettre en évidence, comme à Genève, dans le cas de l'ancienne église Saint-Matthieu à Vuyonnet, Bernay,
ou d'autres fosses à l'intérieur d'églises des 10-12e siècles, comme au Grand Saconnet, comme à Confignon. Mais on trouve aussi en France, enfin, c'est vraiment un fait connu maintenant. Et sur l'écran, la fosse que je vous ai présentée précédemment, ici en photo, elle est située dans la nef de l'église orientale. J'ai tenté de la mettre en jaune sur le plan de Julianel de la Bonne Époque. Et on voit qu'après son abandon, donc après son remplissage de pierre, tout à fait comme à Comzières, eh ben, une sépulture vient s'installer dessus. Donc une fois qu'elle n'est plus utilisée, l'espace est colonisé par des sépultures. Les denrées contenues dans ces fosses ont pu constituer des réserves de paroissiens, mais également le produit de la dîme. C'est souvent beaucoup plus clair quand on retrouve ces fosses dans les chœurs des églises. Encore faut-il retrouver quelque chose pour dire ce qu'il y a dedans. À Compezières, pour vous dire encore que, outre les fosses circulaires donc, qui sont en jaune, il y a 2 fosses carrées avec des poteaux dans les angles, qui ont été mises au jour. Une à l'intérieur d'église, elle est en vert, et la seconde qui est sur la parcelle nord, donc sous l'actuel parking, et qui est hors représentation du plan. Toutes les 2 sont identiques. Elles étaient vraisemblablement constituées de planches maintenues par des poteaux situés dans les angles, c'est à peu près 1 mètre carré. Mais j'ai lu dernièrement dans un article qui parlait de coffres, puisqu'ils ont trouvé des éléments de ferrure aussi à l'intérieur. Ça, c'est aussi assez intéressant. Et c'est au fond de cette structure verte que vous avez sur le plan qu'un certain nombre de céréales et de fèves ont été prélevées. On y arrive. Alors, à Compezières, 388 macro-restes de céréales et de légumineuses ont été collectés, qui sont issus essentiellement du fond de la fosse carrée que j'ai évoquée, ainsi que d'un niveau de sol en terre battue. On en a fait dater une au carbone 14 et qui fournit une fourchette chronologique 920-1210, donc fin 10e, début du XIIIe siècle, ce qui nous permet de rattacher avec certitude cette structure à ce plan. Donc, ouf, on est bien juste. Je vous rajoute attentif là sur les graines qui sont présentées que l'échelle n'est pas partout pareille. Hein. Les 2 premières, c'est 1 mm l'échelle. Les 2 secondes à droite, c'est 5 mm. Donc c'est une étude qui a été menée par une hyper spécialiste, Lucie Martin, de la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Et j'ai emprunté son tableau qui compile les différentes plantes identifiées à Comzières à partir des échantillons fournis. Et on voit qu'il y a présence de blé, d'amidonnier, d'épeautre, de blé nu, d'orge, d'avoine, de fèves, de lentilles et de pois. Cette diversité résulte d'une agriculture en pleine extension dès le XIe siècle, puisqu'il y a une croissance démographique, et qui est bien reflétée à Compezières. L'avoine, majoritaire sur le site, est une céréale qui servait à la confection des gruaux ou des bouillies, mais également pour la fabrication du pain et de la bière, ainsi que la nourriture pour les chevaux. Et les légumineuses, comme le pois, la fève et la lentille, faisaient partie d'un système de rotation triennale des cultures. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'à Comzières, on a prélevé ces graines parce qu'on les a vues, elles étaient carbonisées, quand même relativement grandes pour les voir, on les a prélevées. Par contre, on sait maintenant que si on prélevait systématiquement au fond des fosses ou au fond de certaines structures des sédiments, donc un sachet de 2-5 litres, on pourrait trouver beaucoup plus de choses, puisqu'on passe ça dans des tamis, puis on trouve des choses beaucoup plus petites. Ce qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas c'est du millet, je crois, qui était très, très consommé, et puis pas de seigle non plus. Donc ça ne veut pas dire qu'à Comzières, on ne cultivait pas ça, mais c'est qu'en l'état, c'est ce que nous disent les échantillons ne disent pas tout. Toujours. Une seconde interprétation, la présence des céréales qui étaient piégées dans les niveaux de marche associés au chantier, c'est-à-dire c'est des niveaux de terre battue mais qui étaient tellement bas que au niveau des fondations, on ne peut pas imaginer qu'ils faisaient partie des églises, font émerger une autre hypothèse, celle de réserve alimentaire pour les ouvriers durant les travaux. Et effectivement, les sources d'archives, bon, qui sont certes plus tardives, mais il n'y a aucune raison que cet usage ne soit pas plus ancien,
font mention de paiement en nature, et là j'en réfère ici pour les archives du lieu au compte des recettes et dépenses effectuées par le receveur de la commanderie du Genevois, donc ce sont les archives des hospitaliers, qui mentionnent que le receveur délivra entre 1443 et 1445, au moment où ils viennent se réinstaller à Conzières, de la viande, du vin et du fromage aux ouvriers. Alors pourquoi pas les céréales? Et c'est là aussi que je trouvais que l'hypothèse d'un coffre était aussi pertinente, puisqu'on peut imaginer que les ouvriers avaient leur coffre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce coffre, cette fois, c'est disposé dégagé des murs. Donc on pouvait construire autour. Donc il est probable que la fosse carrée et les fosses circulaires rendent compte de deux réalités différentes. La fosse carrée, à laquelle on peut associer le niveau de chantier, et qui a livré une grande diversité des plantes, et sont probablement à mettre en relation avec la construction d'églises au cœur Barlon, dont vous avez le plan, que nous datons du Xe siècle. Et les fosses circulaires sont probablement un petit peu plus tardives, à mettre en relation avec l'utilisation de l'église au XIe siècle. Elles sont d'ailleurs situées contre les maçonneries, qui ne serait pas possible pendant les travaux, et ce qui est plus logique si on veut les retrouver facilement, et éviter aussi d'être empiété par des sépultures. Voici la deuxième enquête. Un curieux objet dans la tombe 13. Alors ça aussi, ça m'a fait pérégriner un peu partout. Alors, la tombe 13, elle est située sous l'arc triomphal donc des anciennes églises, on ne parle pas d'église actuelle, qui est l'emplacement signifié par la petite étoile. C'est un endroit privilégié qui dit déjà beaucoup du statut social de l'inhumé, puisque être enterré dans l'église, c'est déjà être d'un certain statut social, mais sous l'arc triomphal encore plus. Et l'inhumation est par ailleurs particulière, car dans la même fosse, il y a deux individus, comme vous pouvez le constater sur la photo de droite. Alors, plusieurs constats s'imposent. Le premier, c'est que la première inhumation, la tombe 13, donc qui est l'individu de droite, a été perturbée par la seconde, qu'on appellera la tombe 2, qui l'a repoussée sur le flanc. Deuxième constat, vous voyez que les deux corps ne sont pas inhumés selon la même orientation, ce qui constitue une information d'importance. En effet, tous les paroissiens sont inhumés avec la tête à l'ouest, alors que les ecclésiastiques le sont face la tête à l'est, face à leurs ouailles. Donc l'individu 2, qui est encore en place, est un homme d'église. Troisième constat, on peut postuler que les deux inhumations sont succédées dans un temps relativement court, de quelques années, il faut encore que je joue avec les anthropologues, puisque la disposition du corps de l'inhumé déplacé rend compte du basculement de son cercueil. On se rend compte qu'il y a une sorte de ligne virtuelle qui contraint les ossements, et qu'une partie des connexions anatomiques sont encore en place, surtout dans le haut du corps. Et dernier constat, cette inhumation perturbée, ce défunt possède deux plaques de métal et d'éléments organiques qui étaient situés près des épaules. Donc, vous voyez que j'ai fait un ovale sur la photo de gauche, et puis chacune de ces objets sont en relation avec les humérus, donc un à chaque bras. Alors voilà, de quoi s'agit-il? Jamais rencontré cette affaire. Alors, voici les deux objets identiques, face avers et face revers, sur les deux photos, donc vous avez les deux objets. Alors, je vous en fais rapidement une description, et vous verrez, c'est pas particulièrement éclairant. D'ailleurs, c'est assez difficile comme exercice. Alors, chaque objet est constitué d'une plaque métallique légèrement concave. Donc, vous la voyez, elle est verte, c'est de l'alliage cuivreux qui est oxydé. Carré de 6,5 cm de côté, c'est la photo de gauche, au revers de laquelle, sur la photo de droite, sont fixés deux éléments de cuir qui reçoivent chacun une barrette en alliage cuivreux dotée de 6 crans et deux autres découpes en cuir identiques aux précédentes qui sont dotées d'un crochet triangulaire, le tout constituant une fermeture réglable. Ça, on avait compris. Mais à part ça, vous conviendrez que ça reste mystérieux et pas très compréhensible. Alors, lors de la recherche de parallèles,
pour identifier l'objet. Par un coup de chance, je suis rapidement tombée sur une illustration qui m'a convaincue. Dans la publication de l'église de Saint-Pré, dans le canton de Vaud, avait été mis au jour un objet en 1992, un objet identifié comme un brassard d'époque moderne, avec des éléments de cuir conservés, mais la fonction n'avait pas pu être déterminée, même si il mentionnait déjà l'existence d'autres découvertes de ce genre-là, à Lausanne, à Saint-Symphorien, à Porrentruy, donc ça c'est assez intéressant, c'est le premier ossuaire d'influence assez proche, ainsi qu'à Tsugi en Allemagne. Alors, piste à suivre. L'étude étant déjà ancienne, donc 1992, et qu'en faisant de la bibliographie, je ne trouvais rien d'autre, qu'on venait de trouver des comparaisons plus récentes, avec l'espoir qu'elles soient plus explicites, surtout quant à la fonction de l'objet. C'est ainsi que j'ai décidé de faire appel à l'intelligence collective en envoyant une demande de renseignements auprès de tous les services cantonaux d'archéologie en Suisse. Et les retours ont été fructueux, alors que je ne connaissais pas du tout ces collègues. C'est ainsi que j'ai pu me rendre compte que ce genre d'objet était relativement courant, du moins à l'époque moderne, et qu'il était systématiquement associé aux humérus et plus rarement aux tibias, comme vous voyez dans l'exemple en haut à Bâle. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu ce que m'ont renvoyé les collègues, qui est assez probant, hein, on est assez proche de ce qu'on a. Et grâce à la bibliographie, l'identification de l'objet était possible. Une gravure publiée dans un ouvrage chirurgical du XVIIe siècle a levé tous les doutes quant à la fonction médicale de cet objet. Alors il s'agit d'une plaque dotée d'une ou de lanières, c'est ce que vous avez au centre sur la gravure de l'objet, entre les deux personnages. Donc une plaque destinée à maintenir en place les compresses appliquées en traitement sur des plaies ouvertes pour réguler les humeurs. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'on faisait une incision, s'il y avait une maladie chronique, une incision qu'on maintenait ouverte avec un objet extérieur, donc ça suppurait, merci bien, et puis ça demandait des traitements quotidiens, donc des pansements, et puis ce pansement, il fallait bien le tenir par une plaque qui avait justement la forme du bras, et puis tenue par des lanières. Oui. Alors maintenant, si je vous remonte les objets, vous avez les clés de compréhension. Donc j'ai remis l'objet décrit dans cette gravure. Et puis vous voyez les fermetures réglables, vous voyez les crochets et les plaques. Donc ces plaques sont directement du côté du bras, alors que les fermetures réglables sont à l'extérieur. Alors maintenant, nous souhaiterions savoir qui était le défunt propriétaire de ces objets. Alors pour cela, il faut encore emprunter un chemin détourné, et une chance, c'est qu'il était perturbé par un ecclésiastique. Et que l'ecclésiastique, il y a plus de chances qu'il soit répertorié quelque part. Et par chance, il existe en ligne un extrait d'état civil du baptême, mariage et décès pour la période 1717-1787. Et le dépouillement a permis d'identifier l'ecclésiastique. Et je vous ai mis à l'écran justement le passage qui identifie ce curé. J'ai fait 2 fois la lecture parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'il ne soit pas compilé. J'ai retrouvé. Alors, du 25e, je ne sais pas si c'est septembre ou octobre, parce que moi, la calligraphie, c'est pas tout à fait mon truc, 1721, est décédé et le lendemain a été enseveli à la porte du chœur et place ordinaire des révérencieurs curés. C'est ça, vraiment, c'est la seule sépulture, le seul décès qui est renseigné quant à sa localisation. Le révérencieur Louis-François Pacteau, prêtre de Saint-Joire en Faucigny, curé de Combières et Bardonnay, après avoir demeuré 21 ans et 5 mois curé, et servi avec zèle, édification et charité la présente paroisse, munie de tous les sacrements et apporté des confesses du présent maillage jusqu'au dernier soupir. Bon, j'ai peut-être pas mis les respirations au bon endroit. Ainsi est, et c'est signé
Roch, curé de Lancy et gardiateur de Composières et Bardonnay. C'est de la chance. Alors, si nous savons maintenant qui est le curé dont l'inhumation perturbée la tombe, des 13, il reste encore à découvrir l'identité de l'individu premier. Alors, l'étude anthropologique des ossements a été menée par ma collègue Audrey Poncet. Malheureusement, elle nous laisse quelque peu sur notre faim, c'est souvent le cas. La détermination du sexe ne peut pas être assurée parce que les résultats sont mitigés, sont entre deux. Même si on prend deux méthodes d'identification. Par contre, des indices suggèrent un sujet féminin. Il faut prendre avec des pincettes. Quant à l'âge du défunt, il est estimé à plus de 50 ans, donc relativement âgé. Pour la datation, la présence d'un chapelet entre les mains du curé permettait déjà d'affirmer qu'il s'agissait d'une inhumation post-réforme, parce que l'expérience, on se rend compte qu'à Genève, dans les tombes, quand on trouve des chapelets, c'est une affirmation de la contre-réforme. Et à Composières, il faut penser être après 1568 et le retrait des laïcs bernois. Donc l'extrait d'état civil a permis de préciser tout cela en identifiant ce curé Pacto et en donnant la date de sa mort en 1721. Donc nous savons que le personnage d'avant, qui possédait ces bizarres plaques, a été enterré peu avant 1721. Ce que nous dit encore l'emplacement de la tombe sous l'arc triomphal, comme je vous l'ai dit, tout de suite on dit c'est un statut social élevé. D'ailleurs, c'est ce que disent aussi les livres médicaux qui disent qu'effectivement c'est un traitement qui est cher, puisque tous les jours il faut s'en occuper, et donc ça touche quand même une certaine classe sociale. Et peut-être que les autres étaient épargnés. Donc en dépouillant l'extrait d'état civil pendant que j'y étais, j'ai fait un petit calcul, j'ai coché chaque fois, et sur les 1142 inhumations documentées, 957 ont eu lieu dans un cimetière, dans le cimetière, mais le cimetière il était tout autour, on ne dit pas où. 166 ne sont pas renseignées, c'est-à-dire qu'on ne dit pas où elles sont, et 19 seulement ont pris place dans l'église, et il n'y en a qu'une qui est localisée, c'est celle du curé. Donc c'est assez éloquent, 19 sur 1142, donc c'est vraiment des gens qui sont importants. Alors pour conclure, selon l'extrait d'état civil, la seule personne inhumée à l'intérieur de l'église pour cette période, avant le sieur curé, est Madame Potier, décédée le 18 février 1718 à l'âge de 90 ans. Alors, Madame Potier ou pas Madame Potier, les observations anthropologiques ne sont pas contradictoires, puisqu'on disait qu'il y avait une suggestion de personnes féminines, mais voilà, le doute subsistera. Donc tout ça pour ça, pour vous dire que ça, oui. Je vous remercie de votre attention. Je remercie beaucoup le président qui est allé vraiment dans les détails, mais peut-être que vous avez encore une ou deux questions plus générales, plus détaillées. Oui, Andrea. Oui, merci beaucoup madame pour cet exposé. Je vous juste parler effectivement des aliments. Et l'eau, ils buvaient de l'eau, ils avaient de l'eau ou pas? Ah bah certainement. Elle venait d'où cette eau? Ben, comme je vous dis, on n'est pas dans un habitat ici. Donc il y a certainement des puits, mais tout ça je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas pu approcher cette zone-là. Oui, on boit un peu de vin, mais le vin non plus, comment est-ce que je peux, comment est-ce que ça se fait? Pas cuit dans l'église. Non, pas cuit dans l'église. Oui. Et en son temps, quand on était dans les fouilles, on avait retrouvé une tombe, vous aviez retrouvé une tombe qui était difficile à situer. Vous pensiez à l'époque que ça serait un notable des chevaliers de l'ordre de Jérusalem. Du reste, la position, à un moment, on parlait de mettre des plaques de verre pour voir l'emplacement. Et on y a renoncé pour des questions techniques. Et il y a toujours, sur le parquet, on a situé l'emplacement. Est-ce que vous avez pu avancer sur ces recherches?
Alors, le tombeau était vide. Si je vous remets peut-être, choisir... je retrouve... Le caveau du commandeur. Oui, c'est le caveau du commandeur. Dans les commandeurs, je pense. Alors, est-ce que je trouve... Il est noté nulle part, mais il se trouve là, juste ici. Donc il se trouve, il y a à un moment donné, il y a forcément une communication ici, puisqu'il y a un arc, et il se trouve quasiment sous l'arc, ça a empiété ce mur-là. Donc c'est quelqu'un de très très important, puisqu'il est inhumé dans le cœur, et puis que de plus en plus on a suspicion que le bas-côté nord était sans doute destiné plutôt aux hospitaliers. Et donc il y a un commandeur qui est décédé à Conzières, c'est Jacques de Cournon-des-Vieux, en 646 je crois, et donc probablement il s'agit de lui. Mais c'était vide, donc ça a déjà été exploité avant, ou ils ont pris l'ossement pour le mettre ailleurs. Merci. Oui. Est-ce que c'est courant qu'on enterre une femme, même âgée, à l'intérieur de si vous étiez... Est-ce que ça donne une indication sur son rôle ou sur... Si vous êtes de bonne famille, oui. Alors il y a une autre femme qui a été trouvée, ça c'était la toute première tombe fouillée, elle se trouvait là. Donc on s'est dit, ça y est, c'est un commandeur. Génial, dans le cœur et tout. Et bien très vite on s'est rendu compte que c'était en fait une femme morte en couche. Puisqu'elle avait le bassin très ouvert, il y avait encore le fœtus. Et puis dans ce même extrait d'état civil, j'ai retrouvé le nom de cette femme, je ne sais plus, mais on a la date, le nom de cette femme, donc effectivement d'une famille de notables. Après on peut suivre son mari qui s'est remarié 3 ans plus tard. Donc, oui, si vous étiez bien né, enterré dans l'église. Est-ce que vous avez pu faire des comparaisons avec d'autres sites des chevaliers Alors cette affaire. Et puis il faudrait comparer aussi l'église paroissiale, parce que souvent les hospitaliers, ils ont leur propre chapelle ou leur propre église dans leur enceinte avec la commanderie. Là, il y a une église à l'extérieur, donc toute la paroissiale qui a été donnée par l'évêque, il est bien stipulé que c'est l'évêque qui a le droit de nommer le curé. D'ailleurs, ça a lieu des conflits, parce qu'évidemment, les hospitaliers aimeraient bien nommer eux-mêmes quelqu'un. Et donc cette paroissiale va rester paroissiale. C'est sans doute pour ça qu'au côté nord, ils ont développé tout un espace avec une chapelle pour eux. Et donc il faut que je trouve des comparaisons aussi de ce type-là. Mais j'essayais d'abord de poser toutes les époques, etc. Et puis avec cette histoire de bidule, là, du bras, je me suis dit, allez, je prends ça, c'est simple. Je vais faire le truc, mais je ne pensais pas que c'était... Voilà. Sans faire l'histoire des hospitaliers, je ne pense pas que je vais traiter les hospitaliers, c'est trop grand, mais je vais essayer de trouver des comparaisons quand même avec Conzières et les... Oui. Pour l'anecdote, il y a eu une discussion concernant les ossements que vous avez ressortis. Oui. L'ingénieur ne voulait pas qu'on les remette dans la fouille. Vous vous souvenez? Oui, oui, c'est pas tous les ossements, oui. Mais une bonne partie. Il y en avait 8 ou 10 mètres cubes. Ouais. Donc, moi, j'ai proposé à Perrier de les brûler, parce qu'il m'a dit, oulala, sacrilège. Ces gens se sont fait enterrer dans l'église pour être près du bon Dieu, si vous les brûlez, ils vont s'en retourner dans leur tombe. Alors, on avait une fouille à faire le long du mur nord de l'église pour assainir le mur. Et on les a remis dans la fouille à cet emplacement-là. Oui. Non, la précision, c'est que effectivement tous les 365 squelettes, ils ont été prélevés. Et là, ils sont à l'université pour... c'est du matériel scientifique, qui n'a d'ailleurs pas été exploité encore.
Et puis ça c'était ce qu'on appelle le vrac, c'est-à-dire quand vous enterrez dans une surface qui est limitée, et ben forcément vous poussez, ça se fait maintenant on dit on dit 20 ans, mais et donc forcément il y a des ossements qui n'appartiennent, qu'on n'arrive pas à retrouver le possesseur, donc ça, mais vous avez tous mis de côté, c'est ces ossements-là dont il s'agit. Les hortensias se sont développées de manière magnifique. Oui, je crois que c'est effectivement ce qu'ils ont besoin comme terre. On met de la poudre de je crois, les hortensias. Dernière question, bon, sinon on va s'arrêter. Merci beaucoup. Juste vous dire que l'exposition à côté, enfin exposition oui aussi, ça reste ouvert encore pendant 1 heure jusqu'à 5 heures. Donc on a affiché quelques-unes de nos anciennes expositions. Et puis on a des pots de la Bogue qu'on a en double, plusieurs exemplaires. Donc on vend les doubles. Et puis, il y a différentes façons de s'informer sur ce qu'on fait à la mémoire. Peut-être vous dire que la mémoire de Bardonnès, c'est une petite équipe, mais qui se rencontre 1 fois par mois, en principe tous les premiers mardis du mois, à 20 h, ici à côté. Et donc, si vous êtes intéressé, ça se passe tout simplement dans une bonne ambiance. On apporte chacun ce qu'on a trouvé pendant le mois. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous a donné quelque chose, ou un article de journal. Donc, on réunit ce qu'on a et on regarde comment le traiter, comment le scanner et mettre tout ça sur Internet, où je répète qu'on a plus de 14 000 documents. Vous trouvez sur Internet et plus de 120 vidéos. Donc, il y a de quoi faire sur notre site et sur la collection à l'intérieur du site. Voilà, merci.